Merci de nous rejoindre. Pour commencer, voyons ensemble les 3 titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, un colloque international francophone sur la pollution de l'air. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune de Bergeville. L'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele, de réitérer l'engagement du gouvernement dans la lutte contre les maladies liées à la pollution de l'environnement. Restitution du patrimoine culturel africain. L'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines monte au créneau. L'ASCAD a initié récemment des réflexions autour des enjeux de la reconstitution des objets d'art ivoiriens et africains retenus et exposés dans les musées occidentaux. Enfin, l'Afrique de l'Est face à une évasion de criquets pèlerins. La Tanzanie et l'Ouganda fortement touchés. L'OMS se dit préoccupée. Bonjour à tous et bienvenue. Le gouvernement ivoirien s'engage à renforcer la lutte contre les maladies liées à la pollution de l'environnement. Annonce faite récemment par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. C'était lors du colloque international francophone sur la pollution de l'air. Les travaux se sont déroulés dans la commune de Bergeville. Les explications, Astou Touré. Les véhicules automobiles, les établissements industriels et les feux de forêt sont entre autres des sources fréquentes de pollution atmosphérique. Pour améliorer l'écosystème de vie des populations, des experts et scientifiques se sont réunis en vue de trouver des solutions idoines liées à la pollution de l'environnement. Je vais rapporter aujourd'hui le cadre général du travail qui a été réalisé et je dirais les résultats proéminents communs à l'ensemble des 4 pays. Il y a beaucoup de pollution sur beaucoup de plans, ce qui entraîne beaucoup plus de maladies non transmissibles. Donc il y a cette approche qui est en train d'être développée. La question de la pollution de l'environnement reste toutefois un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La pollution de l'air et les changements climatiques sont les 2 faces d'une même médaille. La question de la pollution de l'air donc en milieu urbain constitue donc une problématique d'actualité pour le ministère en charge de l'environnement, parce qu'elle représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaawele, la pollution de l'air tue 6,5 millions de personnes chaque année. La pollution de l'air est coupable d'un décès sur 10 dans le monde, 6 fois plus que le paludisme, ce qui en fait la conséquence de la dégradation de l'environnement qui cause le plus de décès. La pollution de l'air est l'une des menaces les plus pernicieuses pour la santé, parce que omniprésente. Ce colloque international francophone sur la pollution de l'air est l'initiative de la chaire pollution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut également vulgariser les bonnes pratiques écologiques. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, a donc procédé il y a quelques jours au lancement de la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Cet événement va se tenir du 16 au 21 mars prochain à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le point dans ce reportage de Patricia Etia. Face aux nouveaux enjeux des changements climatiques et les résolutions de l'accord de Paris, les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont le premier forum d'échange et de marché ouest-africain pour les bonnes pratiques écologiques et technologies vertes. Hier, en venant, je voyais les rafales de flammes en bordure de route en train de décimer vraiment toute cette forêt. Donc ça veut dire qu'il a vu juste de pouvoir organiser cette 3e édition à l'intérieur. Organisé par le réseau des experts africains pour l'écologie, REFAC, avec l'appui des autorités ivoiriennes et des partenaires de ce secteur, l'objectif de ces journées est d'éveiller les consciences vers des modes de consommation et de production durables. Sera mis à disposition des foyers écologiques pour les femmes de la région du Bélier. Aussi, des télévisions solaires seront mises à disposition aux populations vivant en régions éloignées et qui n'ont pas accès à l'électricité. En 2020, nous sommes encore aux côtés des promoteurs des GIFAC et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes à l'instar de tous les autres partenaires pour le succès de l'événement.
Selon le ministre de l'Environnement, la mise en œuvre effective de l'accord de Paris devrait permettre de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius. Les GIFAC se présentent à juste titre comme un cadre d'échange, d'expérience et d'expertise entre les acteurs en vue d'accélérer la mise en œuvre des actions climatiques en Afrique. L'édition 2019 des Journées africaines de l'écologie et du changement climatique a enregistré en moyenne 2000 visiteurs par jour. Pour cette 3e édition, plusieurs activités sont prévues. Situation difficile en Afrique de l'Est. En effet, des criquets pèlerins font des ravages depuis quelques jours en Ouganda et en Tanzanie. Le gouvernement de Kampala en Ouganda a pris des mesures d'urgence pour faire face à ce fléau, mais les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indiquent que la situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours. En Côte d'Ivoire, bientôt la fin du calvaire des pénuries d'eau potable dans environ 155 sous-quartiers du district d'Abidjan. Le ministre en charge de l'hydraulique a visité récemment plusieurs zones, notamment Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Laurent Tchegba a donné un message d'espoir et de soulagement aux populations rencontrées. Le ministre de l'Hydraulique les a assurés de la fin de leur souffrance d'ici fin février 2020. Frédéric Oulaï et Eugène Atoubé. Williamsville, commune d'Adjamé. Au quartier Makassi, les habitants accueillent le ministre de l'Hydraulique. Les échanges portent sur la pénurie d'eau que vit ce quartier depuis plusieurs mois. Ironie du sort, il a plu ce jour-là. Et comme Dame Alima, les habitants se sont empressés de faire avec l'eau sale tombée du ciel une bonne réserve. Une aubaine pour ces hommes et ces femmes harassés de cette situation d'absence d'eau potable dans leur quartier. On se lève à 4h, 2h pour aller chercher l'eau. À Djamé, à Bobo, on paye le bidon à 50. Celui qui transporte pour venir, il prend 100 francs pour venir. Ça fait 150. Chaque jour, on se lève pour aller chercher de l'eau. 1h, 2h, là, ça ne nous arrange pas. Les femmes là même se croisent avec des bidons vides. Elles ne savent même pas où il faut trouver de l'eau. Le château qui est à côté. Donc nous, on est surpris de ne pas avoir de l'eau ici. Selon le ministre de l'Hydraulique, 155 sous-quartiers identifiés dans le district d'Abidjan souffrent de la pénurie d'eau potable ou de sa rareté, en dépit des nombreux efforts de l'État de faciliter l'accès à l'eau potable des populations par la construction et la réhabilitation des ouvrages de desserte. Face à des populations qui veulent comprendre, Laurent Tchegba a expliqué les problèmes techniques à l'origine des pénuries en zone urbaine et périurbaine. Le gouvernement et particulièrement le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions pour qu'on prenne des dispositions pour adresser ce problème rapidement. Si la population des secteurs Makassi et Sodessi ont été édifiées par les explications du ministre de l'Hydraulique, elles restent préoccupées par la situation de pénurie et pressées de voir à nouveau l'eau couler dans les robinets. Dans ces quartiers surpeuplés, plusieurs habitations utilisent un même compteur d'eau, favorisant la fraude sur les branchements. Ici à Williamsville, bidon d'eau de 25 à 100 francs. En tout cas, si le ministre a pu faire quelque chose pour nous, ça va nous arranger. À partir du 1er mars, nous allons démarrer les travaux pour que, au plus tard fin septembre, 70% des travaux soient réalisés pour que les populations ne puissent pas être dans la souffrance au niveau de la desserte en eau potable à Abidjan. En attendant la réparation des forages en panne et des canalisations défectueuses dans les secteurs d'habitation Makassi et Sodessi, les populations vont bénéficier d'une desserte en eau potable à partir de camions citernes. Ce phénomène prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Les petites boutiques de quartier se modernisent pour être plus accueillantes et agréables à la clientèle. Elles offrent ainsi la possibilité aux consommateurs d'accéder à des produits alimentaires et non alimentaires dans le même magasin. Comment sont-elles gérées? Rencontrent-elles des difficultés? Pour en parler, Lanciné Bakayoko. Dans tous les quartiers abidjanais, les supérettes fleurissent à chaque coin de rue. De nombreux consommateurs fréquentent de plus en plus ces magasins de proximité au détriment des petites boutiques chez Diallo. Ces supérettes proposent une large gamme de produits
allant des aliments frais au sec, en passant par les produits laitiers, les eaux minérales, les jus, les tartines, les boissons et les cosmétiques. Abdoulaye, ici à Djamé, a résisté, mais a dû finalement s'adapter au sens du vent. Même si on voit que le magasin est un peu serre, mais si tu as 3 boutiques, 4 boutiques comme ça, il faut essayer de diminuer. Tu prends un bon boutique, tout ce qui reste là, tu vends et puis tu proposes comme ça là, parce que le temps actuellement, c'est ça les gens aiment. À l'intérieur de la supérette d'Abdoulaye, les rayons sont étroits, mais les prix très compétitifs. Tidjane, un habitué. Les supermarchés, la première chose, il y a la qualité, il y a la différence pour la date et vendre des choses. Bon, c'est bien garanti. Dans les frigos, c'est propre. Dans cette haute supérette du plateau de cuit, le gérant fait l'inventaire et s'assure que tout va bien. Silo, bonjour, ça va un peu? Ça va. Et la journée? Ça va. Ça va un peu. Les clients aujourd'hui premiers, c'est comment? Les 100? Ça va un peu. Il y a, ça va. Ah, ok. On fait un peu, ça va. Ok. Bien sûr. Batois, à la recherche de piles d'une certaine qualité depuis ce matin, entre dans le magasin. Bonjour, madame. Il peut avoir la pile là. Je veux faire la supérette parce que c'est encore plus sûr et puis encore un peu moins cher, quoi. Moi, c'est ça, quoi. Moi, c'est ça. Le succès des supérettes est indéniable, mais il faut être mieux organisé pour tenir la concurrence. Les difficultés, il faut dire qu'on en a beaucoup. Hein. Là, on en a beaucoup, les supermarchés. Surtout quand tu es seul, c'est pas facile. Avec les charges, les impôts, vraiment, c'est pas facile. Des vitrines modernes avec une offre de services diversifiée, cela a forcément un coût auquel il faut ajouter des loyers plus élevés, sans oublier la logistique d'approvisionnement, en l'occurrence les camions de livraison. S'il y a des comptes, comme on appelle, des banques qui peuvent octroyer du crédit, puis qu'on essaie de travailler et rembourser ces gens de crédit, je pense que c'est très bon. Mais bon. À côté de ces difficultés, les opérateurs du secteur sont appelés à être plus regardants sur les exigences de la profession. Produits mal entretenus, rayons souvent poussiéreux, produits périmés, le secteur a besoin d'un contrôle beaucoup plus accru. Malgré tout, le ministère en charge du commerce se félicite de la modernisation de l'activité. Et aujourd'hui, la politique commerciale de l'État, c'est d'amener les commerçants qui sont dans l'informel à sortir de l'informel. Nous accompagnons ces commerçants, nous accompagnons les structures qui veulent sortir des traditionnels échanges à la modernité. Il est carrément impossible de donner le chiffre exact de supérettes que compte la ville d'Abidjan. Mais cette multiplication des supérettes est vue également comme une aubaine pour les associations de consommateurs. Le développement du commerce de proximité est une excellente chose pour les consommateurs que nous sommes parce qu'il demandera moins d'énergie pour s'approvisionner. Et quand ce développement est accompagné d'une amélioration de la visibilité de ces points de vente, c'est encore très bien. Mais il est important que toute cette visibilité et puis cette prolifération soit accompagnée également du respect de la réglementation en matière de commerce, notamment l'affichage des prix. Pour cet économiste, ce nouveau créneau emprunté par le commerce de proximité est une véritable niche de ressources pour l'État, notamment en matière de recettes. Le fait que ces activités se formalisent représente vraiment un grand avantage pour l'État, parce que cela pourrait permettre à l'État de pouvoir les taxer facilement et aussi, en tout cas, augmenter ses recettes. Parce que, vous savez, le secteur informel, selon les estimations du Fonds monétaire international, contribue pour 30 à 40% au PIB du pays. De bonnes raisons de bien organiser ces supérettes afin d'en faire une véritable source d'emploi pour les jeunes. Poursuivons avec cette conférence de presse pour promouvoir l'Ivoirien nouveau, concept initié par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre a été organisée par l'organisation non gouvernementale IYF. Georgette Ido et Franck Quadio.
À travers ces images, la Corée du Sud veut amener les Ivoiriens à suivre son exemple de développement économique. Bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle avec des Ivoiriens nouveaux. Construire une nation émergente, développer la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est l'objectif que vise l'ONG International Youth Fellowship, IYF. Au cours d'une conférence de presse, l'institution est revenue sur l'importance de la formation au concept de l'Ivoirien nouveau, une valeur chère au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire détient toutes conditions pour pouvoir développer et de surcroît, si la mentalité change, ce développement pourra booster. Les jeunes Ivoiriens sont d'autant plus passionnés et énergiques que n'importe quel jeune. L'ONG International Youth Fellowship veut aussi contribuer au renforcement des capacités de toutes les couches sociales en vue de partager l'expérience édifiante du développement rapide de la République de Corée du Sud. L'éducation au changement de mentalité joue un rôle très important dans le sens où il change la vie de l'individu et l'avenir de l'individu. Mais s'ils utilisent pour le bien, leur énergie servira comme une force motrice pour faire développer la Côte d'Ivoire. Créée en 2001 en République de Corée du Sud, l'ONG International Youth Fellowship est spécialisée dans l'éducation au changement de mentalité. L'entrepreneuriat désormais au programme scolaire en Côte d'Ivoire. Cette discipline permet de donner aux jeunes apprenants des compétences supplémentaires en vue de leur insertion dans le tissu social et professionnel. Au lycée classique dans la commune de Cocody, l'organisation non gouvernementale Junior Achievement a organisé récemment une séance d'information sur l'entrepreneuriat. Bâtir une jeunesse confiante en son avenir en faisant d'elle un leader en vue de diriger une entreprise. C'est tout l'essence de la journée d'information sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire. L'idée aussi, c'est de développer chez ces jeunes élèves l'esprit de créativité. Un projet de l'ONG américaine Junior Achievement dénommé Programme Mini Entreprise. L'objectif du programme étant juste de leur donner, de leur présenter d'autres opportunités différentes du travail salarié. Nous voulons dédramatiser le chômage pour ces jeunes enfants-là et leur montrer une autre voie qui est la voie par laquelle ils comptent sur eux-mêmes, ils créent leur emploi et ils créent de l'emploi pour les autres. Les jeunes apprenants adhèrent à ce programme qui leur ouvre une fenêtre sur l'initiation budgétaire. J'ai des objectifs, j'ai des buts à atteindre dans la vie. L'idée d'avoir une méthode, une stratégie qui pourra m'aider vraiment à aller directement droit au but me passionne. C'est vraiment intéressant quand on regarde le bénéfice que ce programme pourrait nous apporter. L'entrepreneuriat est un projet très intéressant car ce programme a pour objectif de nous apprendre les bases et les ficelles du métier d'entrepreneur. Quand nous serons confrontés au monde du travail, nous aurons une petite idée de comment s'orienter ou partir. Si plus tard on ne réussit pas dans le travail, au moins on peut entreprendre quelque chose rapidement. Je pense que c'est une initiative à encourager. L'ONG américaine Junior Achievement est spécialisée dans l'éducation financière et l'employabilité des jeunes. Par ailleurs, des mini-guides ont été remis aux différents élèves présents pour leur permettre d'être mieux outillés et pouvoir exercer librement l'activité de leur choix. On faisait le point avec Colette Ilboudo et Pargassoro Kone. Une école primaire de 6 classes pour les populations de Bélé dans la région nord du pays. Cet établissement scolaire est un don de la ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, également maire de Boundiali. Objectif, favoriser la scolarisation et l'éducation de la petite fille. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. 2 bâtiments neufs de 3 salles de classe chacun avec bureau de directeur et un magasin. Cet ouvrage est de la mairie de Boundiali pour les enfants du quartier Bélé de la commune. Une infrastructure de 40 millions de francs CFA pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et aussi les conditions de travail des enseignants. Le maire de Boundiali, le professeur Mariatou Kone, et son équipe sortent ainsi des centaines d'enfants des salles de classe précaires. La ministre Mariatou Kone soutient que cette action s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement et aussi dans la politique de l'école obligatoire. Elle exhorte les parents à la scolarisation des jeunes filles et surtout à la déclaration des naissances. Dès qu'un enfant naît, il faut le déclarer. Il faut déclarer sa naissance. Parce qu'un enfant qui n'a pas de papier, c'est un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Or, la place de l'enfant avec l'école obligatoire, c'est à l'école. Donc, chers parents, je voudrais profiter de ce micro pour vous encourager à déclarer vos enfants
à l'état civil dès leur naissance. La nouvelle école primaire publique, baptisée Lénisogny Koulibaly, va accueillir ses premiers élèves à la rentrée prochaine des classes. L'éducation, la santé, l'eau potable et l'autonomisation des jeunes et des femmes sont les axes principaux de la politique de développement du conseil municipal de Boundiali. Des fauteuils roulants, des cannes et béquilles offerts aux personnes en situation de handicap dans le département de Kouto, dans le nord du pays. C'est un don de l'association française des gouttes d'eau pour Boyo. On en parle avec Ami Sissoko. Souffrant d'arthrose du genou, depuis plus de 2 ans, c'est sa canne et sa petite fille de 7 ans qui lui servent d'appui lors de ses déplacements. Aujourd'hui, avec l'aide de l'association française des gouttes d'eau pour Boyo, Massitan bénéficie d'un fauteuil roulant et d'un déambulateur. Sa joie est indescriptible. À la grande surprise, je bénéficie de tous ces dons. Je les remercie pour ce qui vient d'être fait et pour tout ce qu'ils feront pour les prochaines fois. 30 autres handicapés moteurs du département de Kouto bénéficient également de fauteuils roulants, de déambulateurs et des béquilles. Un rêve devenu possible pour ces malades grâce à un partenariat entre l'Association française des gouttes d'eau pour Boyo et la Mutuelle de développement de Boyo, MUDEB. La première édition, c'est la première fois que certains sortaient de leur propre maison. Et se retrouver à Kouto, l'émotion était à son comble. On a pratiquement tous coulé des larmes. Et ça a interpellé les uns et les autres. Et depuis lors, on a un regard particulier vis-à-vis de ces personnes. Mise sur pied par les frères Vincent et Grégoire Lassalle, l'Association française des gouttes d'eau pour Boyo vient en aide aux personnes en situation de handicap. Éducateur spécialisé pour handicapés en France, Vincent ne se contente pas de faire des dons. Il enseigne également aux personnes en situation de handicap et à leurs proches les bonnes pratiques quant à l'utilisation du matériel reçu. Ça ne sert à rien de donner à quelqu'un un fauteuil si derrière, au bout d'un an, les roues sont mortes. Donc il faut prévoir aussi du matériel de rechange et des personnes aussi qui sont capables de réparer ce matériel. Donc c'est le projet aussi cette année de faire toute cette maintenance qui est indispensable. D'autres dons en matériel en fonction des besoins de chaque malade sont prévus. En 4 ans d'assistance, ce sont plus de 100 personnes en situation de handicap dans le département de Kouto qui disposent désormais de fauteuils roulants, de déambulateurs de béquilles, entre autres. Plus de 26 millions de francs CFA investis par l'Association française des gouttes d'eau pour Boyo pour donner un peu de sourire à ces personnes. Toujours en Côte d'Ivoire, la nouvelle annexe fiscale expliquée récemment dans les détails aux opérateurs économiques européens. C'est une initiative de la Direction générale des impôts. Les précisions de Nadia Edja et Cheikh Koné. L'annexe fiscale 2020, c'est 29 articles regroupés en 5 points majeurs. Les faveurs fiscales accordées favorisent entre autres l'emploi des jeunes, le développement territorial équilibré, la protection de l'environnement et le développement des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Des avantages qui ont été présentés aux opérateurs économiques de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham. On est globalement satisfait. Évidemment, il y a toujours des choses à faire. Il est surtout important que la fiscalité ivoirienne, qui était jusque-là une fiscalité extrêmement budgétaire, devienne une fiscalité de développement. Et je pense que certaines des mesures de cette année fiscale 2020 s'inscrivent dans le cadre de cette fiscalité de développement. Au cours de cette séance, Ouattarassi Abou, directeur général des impôts, a lancé un appel au civisme fiscal. Il a par ailleurs appelé les innovations de sa direction pour l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est toute une architecture que nous sommes en train de bâtir et qui repose sur ce qu'on appelle le CGC, le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire. Parce que l'élargissement de l'assiette dont il est question, ce n'est pas seulement une opération de terrain, c'est l'exploitation optimale des informations en possession de nos services, de manière à débusquer les fraudeurs. Parmi ces innovations, on note le système d'information e-impôt et l'application e-cadastre pour la collecte de l'impôt. Rappelons que les objectifs de recouvrement pour cette année 2020 sont de 2700 milliards de francs CFA contre 2300 milliards de francs CFA en 2019. Il faut préserver le patrimoine culturel africain. La Côte d'Ivoire se dit donc prête
a récupéré quelques 148 objets d'art ivoiriens retenus et exposés dans les musées occidentaux. L'Académie des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD, a donc initié récemment des réflexions autour des enjeux de la restitution du patrimoine culturel africain. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. Plus de 15 000, voire 20 000 pièces et œuvres culturelles se trouvant éparpillées au-delà des frontières ivoiriennes, des objets de plus de 100 années d'âge à forte valeur économique, quelques 6 000 milliards de francs CFA. Les États africains, dont la Côte d'Ivoire, ont engagé une action de restitution de ce patrimoine. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, initie alors la réflexion. L'enjeu actuel, c'est que chaque pays veut avoir son patrimoine chez lui. Alors les enjeux, c'est de savoir comment nous mettre ensemble au niveau des pays africains pour réclamer ce patrimoine, comment le faire revenir chez nous, comment le reconserver, comment nous le réapproprier et comment lui conserver sa valeur. Restituer le patrimoine, mais aussi résoudre plusieurs préoccupations, entre autres la réappropriation de ces pièces, la disponibilité des instruments locaux de conservation. L'enjeu pour nous, c'est de nous demander est-ce que nous sommes en mesure d'adapter cette institution muséale de type occidental à la pratique sociétale des musées dans nos pays. Si on le peut, c'est tant mieux, mais si on ne le peut pas, il faut en ce moment-là imaginer des formes de réception, des formes de mise en espace, des formes de scénographie de ces objets que tout le monde attend. Donc ça suppose aussi de mettre en place tout un réseau, tout un collège de chercheurs qui vont permettre à ces objets d'avoir de nouvelles évidences. 2 jours donc pour faire le tour de la question et envisager des pistes et propositions de solutions. L'État ivoirien, quant à lui, se prépare. 12 musées régionaux sont en projet et un musée de stature internationale sera bientôt inauguré. Des festivités en Russie. Les populations ont célébré le 10 février dernier la fête professionnelle de la diplomatie russe. En Côte d'Ivoire, des réjouissances ont été organisées dans la commune de Cocody en présence de l'ambassadeur russe Vladimir Bekov et de plusieurs personnalités. Les détails, Ami Meïté et Gabriel Zani. Ambiance conviviale, rencontres chaleureuses, échanges enthousiastes. Loin du cadre habituel de travail, voilà comment le corps diplomatique russe à Abidjan a célébré la fête professionnelle observée par la Russie le 10 février de chaque année. Célébrer ensemble cette date qui nous donne l'occasion de raffermir les relations et passer le message sur la politique extérieure de notre pays, sur la place que la Russie occupe sur l'échiquier international. La soirée a été marquée par la présence de personnalités du monde diplomatique en Côte d'Ivoire. Elle vient souligner l'importance des liens bilatéraux entre Moscou et Abidjan. Cette opportunité-là, mise en place par l'ambassadeur de Russie, nous donne en un temps record une façon d'avoir des partenaires dans les différents pays que nous connaissons déjà et qui ont des activités dans leur localité qui attirent l'attention de la mairie du Cocody. L'ambassadeur de Russie a décidé d'approfondir les relations avec notre pays, notamment dans le domaine du sport, par la formation, par l'encadrement et par l'attribution de bourses aux athlètes ivoiriens. Nous avons besoin de cette coopération fructueuse avec la Fédération de Russie. En 2018, les échanges entre la République fédérale de Russie et le continent africain étaient estimés à plus de 9 000 milliards de francs CFA. Et la présence du président Alassane Ouattara au sommet de Sochi en octobre 2019 reste une marque symbolique entre Russes et Ivoiriens. La coopération de les deux pays est axée sur le renforcement des domaines sécuritaires et culturels. Des images à présent au Togo des incidents lors des meetings de campagne de l'opposant Jean-Pierre Fabre pour la présidentielle du 22 février prochain. Des militants d'UNIR, le parti au pouvoir, ont perturbé récemment 2 rencontres organisées par l'Alliance nationale pour le changement.
Enfin, les primaires démocrates aux États-Unis avec la victoire de Bernie Sanders dans l'État du New Hampshire. Le sénateur indépendant a remporté 26% des suffrages, suivi par l'ex-maire Pete Buttigieg, 24%, et la sénatrice Amy Klobuchar, 20%, selon les comptabilisations des médias américains. C'est la fin de ce journal. Merci de votre soutien. Merci de nous avoir suivis.